Bonjour, je vais parler de l'épisode 2 de Krypton. Alors, épisode que je trouve plus à mon goût que le premier épisode, puisque justement, le premier, je le trouvais trop rushé. Là, je trouve qu'on prend un peu plus son temps. Alors, on peut sommairement découper l'épisode en 4 morceaux, avec 2 des morceaux que je trouve meilleurs. C'est le morceau principal, c'est ce qui se passe sur Colu, avec Brainiac et Lobo, Seg, Adam. Bref, j'en parlerai à la fin, c'est le morceau principal que j'ai préféré. Il y a le morceau avec Lyta sur Krypton, qui montre son côté instable, vraiment émotionnellement instable. D'ailleurs, c'est un truc qui me manquait un petit peu dans l'épisode précédent. Je trouvais que le moment où elle est dans son évolution de personnage, dans le premier épisode, dans l'épisode précédent, je trouvais que c'était pleinement justifié par ce qui lui était arrivé, mais qu'il manquait peut-être un petit cheminement pour arriver jusque-là. Et c'est ce que je retrouve un petit peu dans cet épisode. C'est vraiment son côté instable, qui en plus se justifie par la mort de Seg. Voilà, donc ça c'est les 2 trucs que j'ai préférés. Après, il y a Jaina, Zod, la mère, qui... Alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste qu'il y a pas grand-chose à en dire en fait. Juste on la voit discuter avec son frère, c'est toute la question. Et elle retrouve la civilisation et l'ex-petit copain de Lyta. Et le dernier morceau, c'est Nyssa Vex qui du coup est renvoyé à la résistance sur Wake 4, puisque Drew Zod n'arrive pas à reprendre le contrôle entier du satellite. Alors ils en ont quand même un petit peu le contrôle, mais il y a des poches de résistance, puisque il est concentré sur Krypton pour l'instant. Et d'ailleurs ce que lui dit Lyta, c'est que ils ont envoyé que les plus jeunes recrues, ceux qui ont été conscrits de force dans l'armée, donc qui n'ont pas eu le temps d'être entraînés et tout, il les envoie là-bas. Et donc il utilise Nyssa pour infiltrer le truc. Et là c'est surtout pour nous montrer pour nous poser la situation en fait. C'est surtout là pour nous poser la situation, puisque on a toutes les cartes en main, il n'y a pas vraiment d'évolution pour aucun des personnages. C'est juste là pour nous poser les enjeux pour la suite. Donc voilà, ça fait le boulot, mais il n'y a rien vraiment de plus à en dire. Un petit point, c'est l'hologramme pour discuter avec tes agents doubles. C'est quand même très con. Il y a un hologramme pour discuter avec tes agents doubles. Enfin, c'est un écran holographique. C'est quand même un peu con, c'est pas très discret quand même. Hein. Voilà. Alors nous, ça nous montre le truc, d'accord. C'est l'idée, c'est pour qu'on les voit discuter visuellement. Mais c'est pas très discret, hein. Un petit microphone caché, ça serait certainement beaucoup plus efficace. Et donc, ça pose des enjeux. Nyssa est là, elle les trahit parce qu'elle n'a pas le choix, mais en même temps, elle essaie de leur faire croire qu'elle est encore avec eux et contre Zod. Mais Jack-Sur la croit pas du tout, tandis que le grand-père, lui, il est un peu plus naïf. Voilà, il est un peu plus... il représente l'espoir, donc forcément, il est un peu plus naïf, tandis que Jack-Sur, elle est plus dans le dur. Elle menait déjà une rébellion avant. Voilà. Sinon, il y a un petit passage au début avec Doomsday. Et du coup, Doomsday, alors c'est ce que je pensais, c'est-à-dire que Doomsday a pas vraiment disparu. Parce que là, d'ailleurs, il le retrouve assez facilement. Il trouve son signal même. Donc, il a pas vraiment disparu. C'est juste que Krypton étant quasiment une étendue désertique, il y a que quelques villes habitées. C'est juste qu'il est entre 2 villes. Et si Doomsday retrouve son chemin vers la civilisation, oui, ça va être une catastrophe. Donc voilà, Doomsday est pas vraiment en train de se cacher ou quoi que ce soit. C'est juste que oui, il fait son chemin tout seul. Et comme c'est vaste, ils avaient du mal à le trouver. C'est plus ça qu'autre chose. Par contre, c'est un questionnement sur Zod, puisque Zod a l'air d'être au courant de ce qu'est Doomsday. Donc j'imagine que le futur d'où il vient. J'imagine que dans le futur d'où il vient, Doomsday a affronté Superman et que l'arc Death of Superman a eu lieu. Donc Zod devrait être au courant que Doomsday, tu vas pas le contrôler si facilement. Donc j'aimerais savoir quel est son plan. Déjà, comment est-ce qu'il compte le capturer? Est-ce qu'il compte le capturer ou est-ce qu'il compte essayer de l'attirer quelque part pour peut-être le balancer sur... justement, il dit le balancer sur une planète. Son but, c'est de le prendre, de le balancer sur des planètes pour qu'il détruise tout et ensuite d'essayer de le récupérer. Donc, mais comment est-ce qu'il prévoit de faire ça? Quelles technologies vont être mises en place? Parce qu'il n'a pas de super pouvoir. Et même avec des super pouvoirs, affronter Doomsday, c'est toujours compliqué. Hein, parce que même Superman a pleine puissance, contre Doomsday, il a du mal. Et là, sur une planète où ils ont pas de super pouvoir, ça va être compliqué d'affronter Doomsday. Donc, à voir déjà comment est-ce qu'ils vont affronter Doomsday.
mais même comment est-ce que Drew Zod comptait faire. Je vais revenir un petit peu sur Jaina Zod, qui alors parle un petit peu avec son frère des anciens dieux, donc Flamebird, Vok. Alors c'est dommage, il parle pas de Nightwing, puisqu'il est avec Flamebird normalement. Et ça pose un petit peu le truc sur un aspect à la fin, quand il disparaît. Est-ce que c'était vraiment que dans la tête de la sœur, ou est-ce que c'était une espèce d'esprit? Parce que ça pose la question sur la saison précédente, quand il la sauve, est-ce que c'est en fait elle est inconsciente et elle réussit à s'échapper toute seule, mais elle s'en souvient plus parce qu'elle est choquée et tout, ou est-ce que vraiment il est là, mais pas physiquement? Enfin, est-ce que c'est un esprit, un fantôme, ou est-ce que c'est juste dans sa tête? Alors j'espère qu'ils vont pas nous apporter de réponse. Ça pour le coup, je préfère que ce soit laissé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a pas de pas dans la neige, donc ça nous fait croire qu'il était vraiment pas là, que c'était dans sa tête. En même temps, comme il parle des dieux et tout, tu te dis, ah, il y a peut-être un aspect mystique là-dedans, puisqu'on est dans l'univers d'ici, donc il y a de la science et tout, mais il y a du mysticisme. Donc il y a un peu cet aspect mystique, parce qu'en plus dans les comics, pour le coup, les dieux de Krypton, Rao, Vok, Flamebird, Nightwing, existent. Les dieux existent. D'ailleurs, les dieux en général existent. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être un aspect mystique à tout ça? Voilà. Je préfère qu'ils laissent dans le doute. Honnêtement, j'espère qu'ils nous apporteront jamais de réponse. Et en même temps, je vois pas tellement pourquoi on reviendrait dessus. C'est ça, je vois pas tellement pourquoi on reviendrait dessus. Et donc Jaina Zod, alors j'aime bien ça aussi. Jaina Zod, elle réussit pas à se cacher. Elle est quand même connue. Enfin, c'était quand même le général qui dirige la guilde des combattants, la chef de la famille Zod. Oui, tout le monde la reconnaît. Voilà, ça au moins c'est un truc que j'aime bien. Elle réussit pas à se cacher facilement. C'est assez crédible pour ce coup. Il y a Lyta Zod qui du coup pète complètement les plombs. Alors j'ai eu peur quand elle est avec le type. Franchement, j'ai eu peur que ça parte dans une romance ou un truc débile. Et là, elle se reprend. Et puis après, elle pète complètement les plombs. Donc ça j'aime plutôt bien. Et en plus, c'est marrant puisque il y a la scène avec Lobo quand Lobo défonce Seg, où je m'étais fait réflexion, il n'y a pas une goutte de sang alors que Lobo est en train de défoncer Seg. Alors certes, il a des super pouvoirs maintenant, mais quand même, il n'a pas une seule goutte de sang. Hein. Et puis juste après, il y a le ventre de Lobo qui explose. Ah bah si, quand même, niveau violence, ils y vont. Et puis après, il y a la scène avec Lyta qui, elle, fait la même chose que Lobo. Et là, par contre, ça pisse le sang. Hein. Donc finalement, la gestion de la violence, oui, on y va. Donc si Seg résiste à Lobo, c'est vraiment qu'il a des super pouvoirs. Hein. C'est pas que la série voulait pas trop aller dans la violence, puisque là, on y va. Hein. Et j'aime bien aussi à la fin de l'histoire avec Lyta dans cet épisode, où il y a Zod, enfin Drew Zod, parce que à chaque fois je l'appelle Zod, mais c'est le nom de famille. Mais après quand je dis Zod, je pense au général Zod et c'est lui. Donc bref, il y a Drew Zod qui vient la réconforter. Et j'aime bien aussi ce côté-là, c'est-à-dire que c'est un dictateur infâme. D'ailleurs, même en la réconfortant, il la réconforte en lui apportant l'enfant qu'il a volé. Donc même en la réconfortant, il montre que c'est un dictateur infâme, mais en même temps, voilà, il y a un aspect familial, c'est sa famille. Alors certes, il lui ment sur Seg, mais il y a quand même cet aspect-là de je viens la réconforter, c'est ma mère. Même si, vu la différence, on a l'impression que c'est plutôt le père qui vient réconforter sa fille, mais c'est le fils qui essaie de réconforter sa mère. Donc il y a quelque chose là-dedans que j'aime bien sur l'ambiguïté de Zod quand même. Et enfin, le gros de l'épisode, c'était Lobo, avec Seg aussi qui devient Brainiac. Alors, j'aime plutôt cette version de Lobo. Comme je dis, je suis pas un gros lecteur de Lobo, j'en ai pas lu beaucoup, mais c'est l'image que j'en ai en tout cas, des séries télé, des quelques passages que j'ai lus. C'est vraiment l'image que j'en ai qui ressemble un petit peu à Deadpool. Et aussi, même sur l'aspect physique, je m'étais fait une réflexion, c'est que c'est un jeune Lobo. Alors, on ne sait pas depuis combien de temps sa planète a été détruite, depuis combien de temps il a tué son peuple. D'ailleurs, ils ont repris le truc des comics. C'est lui qui a massacré son propre peuple. En plus, avec des créatures genre scorpions, il me semble qu'il le dit. Et je crois que c'était exactement ça dans les comics, hein, qu'il avait fabriqué des espèces de scorpions bizarres et qu'il a massacré toute sa population, y compris ses parents, d'ailleurs il le dit lui-même. Et il en veut à Brainiac, non pas pour exterminer son peuple, mais juste pour avoir piqué une de ses villes, alors que tout le monde était déjà mort. Ça, j'aime bien aussi le truc de Lobo, c'est « Ah, il a détruit ma maison ». Bon, certes, j'avais buté tout le monde sur place, mais quand même, merde. Et c'est ce côté un peu que j'aime bien, un peu Deadpool en fait. Côté ultra violent et qui arrête pas de parler. Ça aussi, ça me fait beaucoup penser à Deadpool. Côté, j'arrête pas de parler, à chaque fois je lance des punchlines et tout. Alors toutes ne font pas mouche, mais justement ça participe du personnage. C'est-à-dire qu'il est pénible. C'est ça le truc, c'est le truc de Deadpool aussi. Il est pas censé être drôle tout le temps.
la plupart du temps, il est juste pénible. Tout le monde le trouve insupportable. Et c'est ça, d'ailleurs, les personnages le trouvent insupportable. C'est un peu fait exprès. Il y a certaines des allusions qui font mouche, il y en a d'autres, ça tombe à côté, mais c'est le principe. Ultra violent, évidemment. Donc voilà, le personnage que j'aime bien. Seg qui découvre qu'il est habité par Brainiac. Et là aussi, un point positif pour la série, les personnages se posent des questions. C'est-à-dire que moi, première question que j'ai eue, c'est pourquoi est-ce que Brainiac a pas pris le contrôle de Seg comme il l'a fait avec d'autres? Et les personnages se posent vraiment la question. Ça, j'aime bien. Les personnages, ils s'interrogent quand même, ils veulent des réponses. Alors, ils ont pas tout, mais Adam Strange, il réussit à obtenir au moins une durée. Donc 2,37 heures, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, 2 heures et quelques, en tout cas. Donc ils ont 2 heures et quelques. Alors, est-ce que ça va être en temps réel? J'en doute, hein. Mais voilà, ils ont à peu près 2 heures et quelques avant que Seg perde le contrôle. Et donc Seg a accès, alors pas à tous les pouvoirs de Brainiac, mais une certaine partie des pouvoirs de Brainiac. Même, il y a le passage où il se bat avec Lobo et on voit qu'il y a les yeux qui deviennent noirs. Donc ça fait un peu Brainiac qui lui upload, un peu à la Matrix, quoi. Il lui upload des techniques de combat pour résister à Lobo. Donc il y a un peu une synergie entre les deux, c'est que Brainiac a besoin de Seg pour survivre. Et Seg, là pour le coup, contre Lobo, il avait besoin de Brainiac. Du coup, les deux sont un petit peu en synergie, et ça justifie aussi pleinement le fait que Seg n'a pas envie de retourner sur Krypton, parce que il emmènerait Brainiac avec lui. Du coup, ils vont devoir trouver un moyen de supprimer Brainiac. En même temps, Brainiac, c'est une manière de lutter contre Lobo, puisque contre Lobo qui a des super pouvoirs, qui peut se régénérer et tout en plus, le seul moyen de pouvoir lui résister, c'est d'avoir des super pouvoirs toi-même, ou alors d'avoir des technologies ultra puissantes. Donc Brainiac contre Lobo, c'est ce que je pensais. Après, est-ce que Seg va complètement se débarrasser de Brainiac avant de retourner sur Krypton? Parce que Brainiac, l'utiliser contre Doomsday, ça pourrait aussi être une solution. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Est-ce qu'ils vont faire une première partie de saison où ça sera Lobo Brainiac, et ensuite ils vont réussir à se débarrasser de Brainiac et ils vont retourner sur Krypton, où là ça sera plutôt Zod et Doomsday les ennemis? Est-ce que ça va être vraiment localisé sur Colu et Krypton, ou est-ce que les intrigues vont vraiment se remélanger un moment? Je préférais vraiment que ça se remélange et qu'on ait par exemple du Brainiac ou Lobo contre Doomsday, ou même que Lobo s'allie peut-être avec Seg et compagnie. On sait jamais, hein, Lobo il peut faire à peu près ce qu'il veut, donc du jour au lendemain il peut changer d'avis, je pense, donc pourquoi pas, il y a plein de trucs possibles. Donc là sur Colu on va voir Lobo qui les pourchasse, eux qui essaient de trouver un moyen de se débarrasser de Brainiac, et Brainiac évidemment qui essaie de prendre le contrôle de Seg. Sur Krypton là on va voir la bataille de Meg-4, et la tentative de capture de Doomsday, plus Jaina Zod qui essaie de sauver Lyta, qui est prisonnière de la malédiction de la famille Zod en fait. Sincèrement, c'est une malédiction héréditaire presque, qui est transmise de père en fils et de mère en fille, et c'est la mère qui va essayer de briser le cycle. Donc ça pourrait être intéressant à regarder tout ça. Et donc épisode plutôt positif. J'ai hâte de voir toute cette saison se dérouler, les interactions entre les super vilains surtout, les retrouvailles de tous les personnages, parce que là aussi, Lyta, comment elle va réagir quand elle va voir Seg, je pense que ça peut être excellent. Franchement, ça dépend comment ils vont le gérer, mais voilà, vu son instabilité, j'espère que sa mère aura eu le temps de travailler un petit peu avec elle, parce que là par exemple, si Seg réapparaissait devant Lyta, en plus en lui disant qu'il lui reste que 2 heures avant d'être possédé par Brainiac, Lyta on la perd là. Là définitivement on la perd. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça, c'est intéressant. Là on prend un peu plus de temps. Donc ce qui fait qu'il y a à peu près que l'intrigue sur Colu qui avance vraiment. Le reste c'est plutôt de la mise en place d'éléments. Un petit peu de développement de personnages aussi, surtout sur Lyta, un petit peu sur Jaina avec sa discussion avec son frère. Mais voilà, c'est surtout Colu qui entraîne l'action. Moi, je préfère qu'on prenne son temps comme ça. Et c'est pas parce qu'on prend son temps qu'il se passe rien non plus. C'est-à-dire qu'on met en place plein d'éléments quand même. Il y a des choses qui se passent, mais ça va pas trop vite par rapport au premier épisode. Bref, sur ce, au revoir.